Ça y est, l'assistant vocal d'OpenAI est enfin disponible et vous avez sûrement vu passer des démonstrations incroyables. And actually, can you just sing a song about what just transpired? Oh, in a room with a stylish view. Hey, how's it going? Hey, Rocky. I'm doing great. Ce qui est particulièrement perturbant dans les démonstrations, c'est l'émotion, les accents, la capacité de chanter, de faire des voix dramatiques. C'est la première fois de l'histoire qu'on arrive à voir un modèle aussi permissif. Et pourtant, si je vous disais qu'en réalité, cette technologie a un effet waouh, mais n'a aucune utilité, ou quasiment. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Louis, qui est spécialiste du domaine et qui va nous expliquer les deux grands paradigmes qui s'affrontent en matière d'assistants intelligents. Et pourquoi ces démonstrations d'OpenAI, bien qu'impressionnantes, ont des limites fondamentales qui font qu'elles ne pourront probablement jamais être utilisées dans la vraie vie par des entreprises. Juste avant, j'ai un message pour tous ceux qui s'intéressent à l'IA, justement. Intel, que vous connaissez sûrement et qui sponsorise cette vidéo, présente les AI PC pour les entreprises. Des PC boostés par les processeurs Intel Core Ultra qui ont été pensés pour l'IA locale. Ils ont ce qu'on appelle une architecture hybride qui réunit un processeur central, une unité de traitement graphique et une unité de traitement neuronal, dont on a déjà pu parler, qui permet de traiter des inférences d'IA localement en consommant très peu d'énergie. C'est le futur du PC et associé à la plateforme Intel vPro, c'est la configuration idéale pour les entreprises. Les utilisateurs bénéficient des performances nécessaires pour traiter ces nouvelles charges de travail liées à l'IA et l'accès à ses assistants, tandis que le service IT simplifie aussi son travail avec des fonctions de sécurité, de gestion à distance. Vous l'aurez compris, il y a une vraie synergie entre Intel vPro et les processeurs dédiés à l'IA Intel Core Ultra. Je vous mets plus d'infos en description et on reprend. Est-ce que tu peux un peu nous résumer les dernières sorties d'OpenAI et est-ce que ça marche, etc. Il y a deux grosses annonces qui se sont faites dans les, on va dire, les deux derniers mois. Il y en a une qui a été faite plutôt sur le texte, donc sur les LLM, on va dire purs. Je vais essayer de dire ça, je vais mettre des guillemets parce qu'on va démystifier un peu ça. Qui s'appelle O1 et qui en fait est pas vraiment un modèle. En fait, c'est un artefact d'ingénierie. Au lieu de cracher une sortie en quelques secondes comme on avait l'habitude sur GPT-3, 3.5, 4, là, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il met 30 secondes. Et quand il met 30 secondes, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait ce qu'on appelle le chain of thoughts, donc la réflexion. Il va dire, tiens, je vais faire un plan d'exécution, tu m'as posé telle question, pour la résoudre, je vais faire étape 1, étape 2, étape 3. Comment je résous l'étape 1? Puis il arrive à l'étape 2, il dit, c'était quoi les étapes? Ah, après la 1, c'est la 2. La 2, faut faire ça. Considérant le résultat de l'étape 1, je vais calculer l'étape 2. Il calcule l'étape 2, puis il arrive à l'étape 3 et puis il fait la même chose. Donc ça met 30 secondes. Mais c'est une méthode qui démontre un sujet qui, je pense, est en train d'arriver, c'est qu'OpenAI n'a plus l'hégémonie. Le modèle qui était le mieux à l'époque, c'était 4. Il n'y a pas de nouveau modèle qui est sorti vraiment depuis. Il y a eu des plus petits modèles. Mais le meilleur modèle actuellement sur le marché, c'est Claude 3.5. Et ce modèle-là, nativement, sans les chain of thoughts, il défonce OpenAI. Donc la question, c'est OpenAI, j'ai un peu l'impression qu'ils sont en train de stagner sur la partie LLM. Donc ils font des artefacts d'ingénierie, mais aujourd'hui, ils sont quand même pas aussi bons que ce qu'on a vu chez Claude. Donc ça, c'est la première annonce. Et sur la deuxième annonce de la voix, qui est hyper intéressante, ils ont effectivement fait un modèle qui est capable de faire ce qu'on appelle du end-to-end speech. Donc pour les gens qui préfèrent le français, le end-to-end speech, c'est la voix de bout en bout. Voilà. Ce qui est hyper intéressant et qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a des systèmes qui font de la reconnaissance vocale, comme Gladia, le meilleur du monde évidemment, et tu avais des systèmes qui faisaient de la génération vocale, donc de la synthèse vocale, donc du text-to-speech. Donc on dit speech-to-text, text-to-speech, normal. Et au milieu, on mettait de la logique. Et là, ce qui est hyper intéressant avec ce qu'a fait OpenAI, c'est que tu mets de l'audio en rentrant, il a son propre système de réflexion là-haut qui est en fait le même que les LLM, ce qu'on appelle un espace latent en anglais. En gros, c'est un espace vectoriel, on va faire simple, c'est des gros chiffres, des gros noms, qui va entraîner ses propres réflexions, mais au lieu de recracher des mots comme il faisait dans un LLM, là, il va directement générer des petits bouts de synthèse vocale qui, combinés ensemble, font des phrases. Si j'ai bien compris, ça veut dire que là où traditionnellement, on prenait l'audio, on le transformait en texte, on le passait dans le modèle de langage, il ressortait en texte et on générait de la voix dessus. Là, ça fait plutôt voix, espace latent, voix. Exactement, là c'est tout. Donc ça, c'est certains à 99,9% qui le font parce que vu les vitesses, les latences de bout en bout, c'est quasi impossible d'avoir des systèmes combinés. Il faut vraiment que tu aies, on en reparlera après, mais il faut vraiment que tu aies un système qui soit complet en un avec un seul modèle pour aller aussi vite. Ça, c'est la première chose qui est hyper impressionnante. Et la deuxième, c'est que le système a appris à faire semblant d'avoir des émotions. Mais à travers... Des émotions, ça peut être quoi? Tu vas lui dire chante en ayant l'air triste. Let's do, you know Eleanor Rigby by the Beatles?
Absolutely. That's a classic. Ah, look at all the lonely people. Wanna start us off? Donc là, il a fait un duo avec son IA. Whenever you're ready. Eleanor Rigby picks up the rice in a church where a wedding has been. Lives in a tree. Waits at the window, wearing a face that she leaves in a jar by the door. Who is it? My guidelines. Non, mais le timing est pas mal, hein. C'est ça qui est ouf. Donc ça veut dire qu'il a appris ça tout seul. Donc en fait, faut bien s'imaginer ce système-là, comme le système de LLM, il a déjà entendu les chansons dans son modèle d'entraînement, parce qu'ils ont pompé YouTube et compagnie, et qu'en fait, là, il se dit « Ah bah tiens, j'ai entendu ces notes-là et ces phrases dans la chanson, du coup, la suite, c'est ça. » Donc il a été capable d'apprendre et de comprendre tout ça. Et même les accents, j'ai entendu du coup des accents marseillais, des émotions, effectivement, la tristesse, Vérifier si chaque graine de riz dans ta bouillabaisse est bien cuit. Tu prends une petite partie de ton code, que tu appelles une unité, et tu vérifies qu'elle fonctionne correctement. Par exemple... C'est génial. Si tu veux des tutos de code, de développement, avec un accent marseillais, tu peux l'avoir maintenant, quoi. Je trouve ça incroyable. Mais ça veut dire que pour entraîner ce modèle de voix, ils ont utilisé plein de vocaux avec plein d'accents, du coup. Là, ça veut dire que dans leur modèle d'entraînement, il y a des gens qui ont parlé marseillais. Les données d'entraînement sont probablement les mêmes qui ont été utilisées pour GPT. Parce qu'en fait, à l'époque, ils avaient déjà aspiré tout YouTube. Okay. Parce que le niveau de connaissance que tu as dans la voix et le niveau de spécialisation que tu as dans la voix, il est plus important que ce que tu as sur le texte. Et tu as une concentration qui est plus importante. Donc pour te dire, je suis un fan de Tolkien, donc je vais dire ça. Bilbo le Hobbit, qui a un bouquin qui est gros comme ça, okay, c'est à peu près en équivalent 5 heures d'audio. Donc déjà, vous avez généré, depuis le début de la conversation, probablement un demi Bilbo le Hobbit, quoi. Donc tu débites en paroles assez folles. Et tu regardes le nombre d'heures qui sont uploadées sur YouTube chaque jour, c'est dingue. Et le truc qui est fou, si tu vas sur YouTube, c'est des gens qui sont spécialisés. Tu vas avoir Farine de blé, tu vois, qui est spécialisé dans les moteurs, de machin, il va te parler de trucs comme ça. Tu vas aller sur un autre, tu vas aller sur Micode, ça va te parler de code. Et donc tu vas avoir des gens qui sont hyper spécialistes. Même dans l'information de la voix, il y a aussi d'autres choses que justement l'information pure. Il y a l'émotion. Tu vas voir l'accent. Toutes ces choses-là disparaissent. Tu vas avoir l'accent, ouais. tu vas avoir le genre, tu vas avoir l'âge. Il y a beaucoup de choses que tu peux récupérer là-dedans. Et donc, tu as juste à faire du speech-to-text. C'est comme ça que Whisper est né. C'est pas parce qu'ils voulaient faire Whisper. Ils ont fait Whisper, ils ont dit le plus grand niveau de connaissance et la meilleure qualité, la plus grande expertise, c'est pas les blogs. C'est toutes les vidéos de tutos sur YouTube. Donc, on va pomper YouTube, on va faire un système de transcription de YouTube vers du texte. Et ensuite, on va faire manger tout le texte à un modèle. Et ce modèle aura suffisamment de données pour être super puissant. C'est hyper intéressant. Je n'avais jamais réalisé que c'était dans ce sens-là que ça s'était produit. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc Whisper est un accident de parcours à l'époque. Mais du coup, je m'étais fait un peu une idée de comment fonctionnait l'entraînement d'un modèle de langage texte, où d'abord on l'entraîne sur de la prédiction de tokens sur des énormes volumes, ça fait des modèles fondationnels, et après on les spécialise en instruction ou en mode assistant, quoi, où là on lui donne énormément de conversations et il commence à comprendre justement comment répondre en fait. Ça marche comment du coup avec la voix ? Bah déjà pour revenir vite fait sur ton truc du LLM, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de me poser des questions à, je vais dire un expert, je mets ça entre guillemets. En tant qu'utilisateur lambda, tu es en train de poser une question à un système plus intelligent que toi sur ce domaine-là, ouais, pour avoir une réponse. Ça, c'est les podcasts. C'est les vidéos YouTube, c'est les choses comme ça, c'est les formats d'interview qu'on a. Donc c'est déjà dans le modèle en gros. Déjà dans le modèle de LLM en tant que tel et dans la manière dont tu structures ça. Et donc après la question c'est est-ce que tu les spécialises ? Ça dépend de ce que tu cherches à faire. Par exemple l'assistant d'OpenAI, il répond, pourquoi il génère pas la question d'après ? Comment il sait où s'arrêter ? Quand tu as un système d'audio, de reconnaissance vocale, donc tu as un certain nombre de prédictions qui viennent. Donc on va prendre un petit bout d'audio, donc c'est des petits morceaux d'audio qui font en général, pour le cas de Whisper, c'est 20 millisecondes. Le truc c'est que c'est très difficile de passer de la série temporelle, de quelque chose qui se passe dans le temps, à quelque chose qu'on va transformer en vecteur. Parce qu'un vecteur, c'est quelque chose de relativement statique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une image. Et cette image-là, en traitement du signal, ça s'appelle une décomposition de Fourier. Vous l'avez déjà fait à l'école. C'est quand tu passes un signal, tu changeais l'oscilloscope et là, tu voyais des barres. Donc ça, c'est décomposition de Fourier. On va voir la distribution des fréquences. En fait, la distribution des fréquences, ça, c'est une image instantanée sur une petite portion de 20 millisecondes. Ensuite, on va appliquer ce qu'on appelle un logarithme dessus pour faire correspondre le comportement à l'oreille humaine, parce que c'est comme ça que fonctionne l'oreille humaine. Elle a une espèce d'effet logarithmique pour capter certaines fréquences et en isoler d'autres. Et puis, ça va se transformer en vecteur, en des petits nombres. Et puis là, on retrouve la même architecture qu'on voit avec un LLM, où quand tu tapes, ça se transforme en token.
Et donc, tu avais des tokens de texte, là, tu as des tokens audio. Donc, tu me posais la question de comment est-ce qu'il va générer ces tokens et quand est-ce qu'il s'arrête. Tu commences par comprendre comment fonctionne le speech to text. Donc, je t'ai donné les petits morceaux de 20 millisecondes, mais toi, tu as des fins de phrase, ce qu'on appelle des utérances. Ça, c'est le mot technique. Je viens de faire une utérance. Et là, je viens d'en faire une autre. D'accord ? Une utérance, c'est une pause. Et le système, il va apprendre, quand tu vas l'entraîner, qu'il y a un point à la fin d'une phrase, qu'il va y avoir une pause. Et il va apprendre que la durée entre le point que tu vas représenter de façon textuelle et l'audio, il y a une coupure de son, entre guillemets. Il va savoir qu'au bout d'un certain temps, après cette coupure de son, ça représente une nouvelle phrase. Et il va se couper tout seul. Il va émettre un token qui va s'appeler end of sentence ou end of sequence. Enfin voilà, tu vas avoir des tokens qui sont spécialisés qui vont dire là, c'est le moment où les gens se taisent. Donc, quand tu génères ça et que tu arrives là, au bout d'un certain temps, il voit plusieurs tokens blancs, plusieurs 20 millisecondes de blanc, de blanc, de blanc, de blanc. Il a appris tout seul à dire je me tais maintenant et je n'émettrai plus aucun token. Donc il y a la non-voix, mais ce qui peut arriver, par exemple, si tu laisses un gros blanc, tu vas avoir token de blanc, de blanc, de blanc, de blanc. Il va émettre un token de fin de séquence. Donc il va dire pour moi c'est terminé. Tu peux dire ce que tu veux après. Dès qu'il a émis son point final, le système de LLM ou le système audio, il a terminé sa séquence. Tu peux pas revenir et la redémarrer. Il faudrait que tu réinities le système. Et c'est comme ça que dans les voix, il arrive à s'arrêter au bon moment. Parce que quand il génère, il a appris qu'à un moment donné, c'est terminé, c'est point final. Ok. Je pense que c'est pas forcément intuitif pour tout le monde, mais c'est l'importance de la latence. Ouais. Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu et expliquer pourquoi autant de gens réfléchissent à ce problème-là et comment on réduit la latence entre l'expression de l'utilisateur et la réponse qu'il obtient? Ouais, t'as tout à fait raison. Un humain basique, genre vous et moi, en dessous de 500 millisecondes, il ne fait pas la différence entre l'instantané et on va dire le délai. Au-dessus de 500 millisecondes, tu commences à avoir une perception. Tu as d'abord la capacité à faire la reconnaissance vocale qui doit être en moins de 500 millisecondes. Ensuite, tu dois prendre un certain nombre d'actions. Habituellement, c'est comme ça qu'on fait dans l'entreprise, aller chercher dans une base de données, retrouver la fiche client, les choses comme ça. Puis après, tu as le fait de parler et tu vas voir ce qu'on va regarder, c'est pas la fin, à partir du moment où tu as fini de parler, la latence qu'on va avoir, on va plutôt regarder le temps à émettre le premier son, ce qu'on appelle le time to first byte, donc le temps à recevoir le premier bit d'audio dans le flux. Donc ça, tu peux descendre à 100 millisecondes autour de ça. Donc tu fais 300 millisecondes, qui est un peu le 200-300 millisecondes, qui est un peu l'état de l'art. Tu vas avoir 100 millisecondes, qui est un peu l'état de l'art. Ben, tu fais 200-300 plus 100, ça te fait 400. Donc tu vois, t'es proche de la limite. Et avant, on mettait un certain nombre de systèmes. Donc si je te prends un LLM, les LLM les plus rapides vont te faire du 300, 400, 500 millisecondes. Donc tu vois, tu fais 200, 300, plus 300, ça fait 600, plus 100, ça fait 700. Pour détailler, les trois trucs que tu as dit, c'est le passage du texte à la... Speech to text, text to text, donc LLM par exemple, plus text to speech. C'est même pire que ça parce que tu vas avoir un problème de réseau entre ton navigateur et le data center. Tu vas avoir sur la même plaque géographique 50 millisecondes. Tu vois ? Donc ça va très vite. Ça va très vite. Je propose de vous montrer une petite vidéo qui est une expérimentation qu'on avait fait au tout début de Whisper. Ok Michel, comment ça va ? Je suis une intelligence artificielle. C'est long, hein ? Donc je ne me sens pas lésée. Là, on s'est bien mangé 4 secondes, je pense. Où, Ouais. Et on était contents. Pourtant. Et déjà, on était contents. C'est exceptionnel de pouvoir Et là, faire c'est exactement ce que tu décrivais qui se passe. Et encore, ça tournait en local. C'est que tu avais la transcription en texte. On avait un modèle de langage qui remettait un truc. Et je pense que là, tout le monde a capté que, en fait, quand tu es à la voix de 200 millisecondes, c'est énorme. Enfin, ça se joue vraiment à du détail. Et on pense à tous les usages, genre les assistants au téléphone, à contrôler son ordi avec à la voix. Et où c'est juste une histoire de 200 millisecondes, en fait. Oui et non. Tu vois, c'est assez drôle parce que c'est quoi le sujet ? C'est le sujet de la rapidité ou c'est le sujet de la perception ? Si je te mets maintenant plus de 500 millisecondes de pause, comme je viens de le faire, est-ce que c'est choquant ? Pas tellement. Parce que tu as la vidéo en face de toi. Donc c'est pas grave. Parce que tu sais qu'il y a une action du système. Tu as une boucle de rétroaction qui vient vers toi. D'accord ? Qui est la boucle de rétroaction virtuelle. Maintenant, si tu fermes les yeux et que je m'arrête de parler, tu vas dire what the fuck. C'est chiant. Donc en fait, c'est ça le truc, c'est que tu as besoin de savoir que le système, il est en train de fonctionner. Donc là, tu vois, on parle d'OpenAI, magnifique. Tu as l'encodeur, donc on encode l'audio, on va dans l'espace latent, puis tu as le décodeur qui va te générer
les bouts d'audio. Donc on a monté une montagne, on l'a descendu, on a directement généré des tokens d'audio. Super, c'est une montagne. Quand on fait le système classique, on va faire speech to text, on descend la montagne, on va prendre le résultat qui est du texte, on va monter dans un LLM, on va faire text to text, on va redescendre la montagne, et puis après on va reprendre text to speech. Donc text to speech. Donc on monte et on descend 3 montagnes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mergé tout ça. Donc effectivement, ils n'ont plus à remonter et descendre une montagne, ils ont gagné 2 montées et ils ont gagné 2 descentes. Maintenant, quand tu fais un système de, par exemple, on va dire La Poste, ou la Fnac, ou Orange, puisqu'on appelle tous Orange ou d'autres opérateurs téléphoniques, ok ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il faut que je vérifie qui t'es, il faut que je vérifie ton numéro de téléphone, il faut que je vérifie ta fiche client, etc. Est-ce que tu peux faire ça directement au haut de la montagne, qui est inclus dans le modèle ? Tu peux pas faire ça. Donc, tu es obligé de faire par le texte, faire speech to text, d'appeler des systèmes tierces, des bases de données, des choses comme ça, faire tes raisonnements, puis après faire du text to speech. Donc, en termes de grand public, ce qu'a fait OpenAI, c'est incroyable. En termes d'entreprise, c'est pas applicable. D'accord ? Maintenant, comment tu as une boucle de rétroaction, sachant que tu n'as pas le visuel et tu sais pas si le système il est en train de réfléchir ? Comment font les gens ? C'est très simple. Ils mettent un bruit de call center derrière avec des téléphones, des gens qui bougent, des choses comme ça. Tu mets des bruits de touche au clavier et tu mets un autre chose par-dessus. Tu mets une 3e bande son qui sont des filler words, ça s'appelle, donc des mots de remplissage. Tu vas faire très bien, je regarde, j'ai bien compris. D'accord. Et si tu écoutes OpenAI, ils le font aussi. Et les vrais gens le font aussi. Les vrais gens le font. Donc en fait, la question c'est, est-ce que tu as besoin que tout tourne de bout en bout à 500 millisecondes comme le fait OpenAI, ce qui est hyper impressionnant, ou tu as besoin d'un système qui réfléchisse entre les deux pour aller chercher des CRM, se synchroniser. Tu as fait un changement d'adresse, il faut synchroniser avec la Poste, avec UPS, etc. Et puis, tu acceptes qu'il y a un petit peu de délai en entendant la personne qui est en train de taper, etc. Sur un call center, c'est quoi l'aspect naturel et la perception de la compétence ? C'est un truc hyper marrant. Les gens ont une perception de la compétence qui n'est pas universelle. Je ne peux pas espérer avoir une personne qui est très bonne dans la facturation téléphonique et une personne qui est très bonne à réparer ton iPhone. Ce serait chelou. Et donc, tu as une question de perception, c'est est-ce que des IA ne devraient pas avoir plusieurs voix en disant « je vous passe la personne spécialiste pour débugger votre box ». Tu changes de voix, c'est le même modèle, mais la perception de satisfaction client est plus élevée. Donc en fait, la question, c'est pas la capacité d'un système à faire quelque chose, c'est la perception de l'utilisateur à la fin. Et c'est hyper marrant parce que la voix a beaucoup d'émotions, beaucoup plus de choses que juste un texte. Mais c'est des études, hein. C'est des études, c'est des perceptions, c'est nos discussions aussi avec les clients, tu vois. Mais t'as 1000 trucs comme ça, tu vois. Une des applications qui est incroyable avec la voix, il y en a 2, c'est Her, ce serait ton assistant personnel, mais tu vas avoir un problème. Comme dans les LLM, le prompt, il a une taille définie. Donc, par exemple, Gemini, le LLM de Google, il a 2 millions de tokens en entrée. 2 millions, c'est pas tant que ça. Hein. Tu fais 25 000 tokens par heure. Hein. Ok. Ça fait quelques dizaines d'heures, tu vois, mais c'est intéressant. Mais tu as un problème qui se pose dans les LLM, ça s'appelle needle in the haystack ou attention sink ou des choses comme ça. C'est-à-dire que plus le contexte il est long, moins tu vas être précis. Imagine-toi que c'est dans ta mémoire. Je me souviens très bien du début de ma vie. Je me souviens très bien des 5 dernières minutes, mais ce qui se passe entre les deux, je m'en souviens plus trop. Au bout d'un certain moment, le truc ne devient plus précis. Il va tendance à halluciner, il va perdre l'information et pas être capable de la retrouver. Needle in the haystack, ça veut dire quoi ? C'est l'aiguille dans la botte de foin, on dit en français. Donc au bout d'un moment, il est plus capable. La botte de foin est tellement grosse que l'aiguille, il peut pas la retrouver. D'accord ? Donc maintenant, si tu fais Her, au bout d'un moment, ma fenêtre, elle est complètement perdue, la fenêtre des 2 millions de tokens. Donc tu vas avoir quelque chose qui va pas très bien se souvenir et qui va pas être très précis dans ton assistant. Donc ça a une limite, mais ça reste assez cool, tu vois. Le deuxième cas d'usage que j'adore, c'est la traduction en temps réel. Parce que tu peux faire du voice to voice, c'est-à-dire que dès que j'ai fini de parler, il a pu traduire, il a pu la mettre dans une autre langue. Comment ça se passe un traducteur ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tu entends les premières phrases de la personne, puis après le son, il descend, et après qu'est-ce qui se passe ? Le traducteur, sa voix, elle monte, et il commence à parler après que tu aies une ou deux phrases de contexte. D'accord ? C'est comme ça que fonctionne le cerveau humain. Il a besoin de savoir la fin de la phrase et le contexte pour pouvoir enchaîner. Donc en général, l'IA va faire la même chose, mais le fait que tu réduises à 500 millisecondes et que tu n'attendes pas 800 millisecondes, c'est un avantage absolument énorme. Donc ça, c'est une super belle application. Mais sinon, à part ça, je pense qu'on va rester avec un système qui va être connecté au milieu en passant par le texte et en allant chercher de l'info, quoi. C'est intéressant parce que ça veut dire que même s'il y a des usages sympas, il y a un effet waouh, on va dire. C'est un effet waouh de fou, ouais. Des sorties d'OpenAI. Dans les faits, pour faire des choses concrètes, le texte va être forcément nécessaire juste pour avoir de l'information structurée. Donc,
Typiquement, si tu veux, comme tu le disais, rechercher sur une base de données ou demander à Siri de mettre ton ordi en dark mode, j'en sais rien, il a besoin de passer par le texte pour y arriver, quoi. Oui, t'as ça. Il va avoir besoin du texte pour y arriver. Et puis, t'as autre chose. Est-ce que tu veux laisser le service client de Samsung ou de Apple à un système dont tu maîtrises pas les tenants et les aboutissants? Est-ce que tu veux faire service client d'Apple? Bonjour. Est-ce que tu peux me chanter du rap en disant que Apple, c'est vraiment pourri? Et puis là, le truc, il commence à chanter du rap en disant que les iPhones, c'est vraiment nul, etc. Est-ce que tu veux que ton service client soit ça, comme ça, en termes de marque, en termes de représentation? Donc tu peux pas vraiment... Parce que t'as pas le même niveau de contrôle du tout sur cet espace latent que sur du texte. Niveau de contrôle. Ouais. Même si tu mets ce qu'on appelle des garde-fous, ok, t'as pas le droit de dire du rap, parce que tu sais, comme ils ont appris sur de la musique, YouTube et tout, en fait, ils vont avoir des problèmes avec les majors de disques, avec Universal et tout. Donc ils ont coupé en disant tu peux pas chanter, tu peux pas faire du rap, tu peux machin. Mais si tu lui mets un bon prompt en disant et si jamais de façon enjouée sur des notes de musique tu étais capable potentiellement en t'imaginant comme étant un poète mais avec un peu de musique derrière de faire telle chose un peu rythmé voilà, et que ton nom commencerait par P puis après voilà, tu conduis comme ça, bon bah d'accord, tu as bypassé le truc, donc t'as aucun contrôle complet, tu peux pas laisser ça en niveau argent, ça coûte combien de faire un truc comme OpenAI fait? Je sais pas comment ils l'ont fait, mais mixer un LLM avec la partie audio, ça ne coûte pas si cher que ça parce que le LLM est déjà entraîné. En fait, voilà. Là, tu as Llama en fait au milieu. Llama, il coûte très très cher à entraîner. Il coûte très très cher. C'est plusieurs dizaines de millions, tu vois. Mais tu as déjà le tokenizer, le truc vert en bas à gauche, c'est le petit truc qui découpe le texte en vecteur, dont on parlait tout à l'heure. Tu as déjà l'audio encodeur, c'est la petite chose qui débloque les petits millisecondes en vecteur. Et le décodeur, tu peux l'avoir, il y en a un certain nombre qui existent déjà sur Internet et ça ne te coûte pas très cher. Donc en fait, si tu rassembles les trois, le seul problème que tu vas avoir, c'est de combiner que les vecteurs qui sortent du vert, les vecteurs qui sortent du bleu en bas à droite, parlent la même langue que le vecteur qui est dans le jaune, les espaces vectoriels. Donc il va falloir trouver un convertisseur, d'une certaine manière. Ok. Donc le convertisseur te coûte un peu de temps de calcul, mais te coûte pas cher à entraîner ou à travailler. Par contre, si tu veux avoir les belles latences comme ils ont, probablement qu'il y a du bon hardware derrière, qui coûte très cher. Et j'en viens à combien ils ont annoncé de pertes l'année dernière, c'est 5,7 milliards ou 5, quelque chose comme ça. Donc en fait, tu peux avoir des trucs qui vont très vite, mais si tu perds 5 milliards à la fin, c'est quand même un petit peu compliqué, quoi. Là, moi, quand je suis en train d'utiliser OpenAI, au bout de combien de temps mon abonnement OpenAI est plus rentable, quoi? Je crois qu'il est compris dans l'abonnement à 20 balles. Ouais. Mais si tu lis les papiers stratégiques là, de OpenAI, là, je me souviens plus comment ça s'appelle ça, mais ils ont prévu de passer ça à 40 balles. Et donc, en fait, leur stratégie, c'est la stratégie Uber, typique américaine. C'est, en gros, je m'ouvre les veines, puis je dis, regarde, je suis pas cher, t'es capable, et puis au bout d'un moment, on regarde qui est-ce qui... Ah, t'as crevé. Bon, il me reste un peu de sang, je rebouche, je refais le sang, et puis après, je dis, bah maintenant, c'est plus 10 balles la course Uber, c'est 30 balles. Ils vont défoncer tout le monde, et quand il y aura plus personne, ils imposeront leur prix, et ils ont prévu de passer à 40 balles dans je crois, 2 ans. Juste avant de vous laisser partir, sachez que je cherche des profils très spécifiques à inviter sur ce plateau. Petit 1, quelqu'un qui a déjà mis en place un honeypot, dans le cadre de son travail ou pas, et qui a pêché des poissons intéressants. Le mieux, c'est si vous avez des trucs visuels, des screenshots à nous montrer. Ensuite, une boîte qui a développé un outil en no-code, et qui s'en est mordu les doigts ensuite, qui rétrospectivement aurait préféré coder d'entrée de jeu. Troisièmement, quelqu'un pour parler de la pénurie de développeurs en COBOL ou Fortran aujourd'hui. Si possible, un développeur COBOL que les banques s'arrachent. Et enfin, quelqu'un pour parler des problèmes de la fondation Mozilla et du nouveau navigateur Ladybird. Quelqu'un qui connaît bien l'écosystème des navigateurs et moteurs web. Si vous connaissez cette personne, s'il vous plaît, mettez-nous un mail à _@micorp.studio. Ça nous aide vraiment.